Bonjour et bienvenue à tous à nos débats et discussions sur l'innovation, la technologie et surtout la transformation. Moi, c'est Adel Edili et je suis ravi de vous accueillir parmi nous. Et comme chaque fois, donc, pour enrichir et développer notre débat, on invite comme à chaque fois donc, des experts, des acteurs de changement pour partager nos connaissances, pour discuter et surtout pour réfléchir ensemble sur le futur de notre monde dans le business, dans la technologie et dans les affaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter mon ami et l'expert, l'analyste d'affaires senior, Monsieur Ahmed Anas Ben Salah. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci pour cette opportunité, Adel. Ça va très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va discuter, que vous avez choisi donc de nous présenter, c'est la transformation digitale au Sénégal. Et vous allez partager avec nous votre regard ou bien votre vision en tant que analyste d'affaires. D'abord, pourquoi ce sujet et pourquoi le Sénégal? Je m'excuse, j'avais un petit chat dans la gorge. Là, elle est partie. Très bien. Parfait. Pourquoi le Sénégal? J'ai eu la chance de découvrir le Sénégal, ça fait 20 ans. Le temps passe vite. Le pays était, et j'espère qu'il est encore très beau. Et la richesse humaine, la teranga sénégalaise, m'a laissé que des bons souvenirs. C'est ça. Très bien, très bien. Donc, je confirme aussi que moi aussi, j'ai visité le Sénégal et je pense que c'est très intéressant de parler de l'évolution de ce beau pays, comment il évolue un peu donc, sur tous les secteurs. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus de votre vision, bien sûr. Je vous rappelle d'abord que vous pouvez poser vos questions, vos remarques, partager vos idées avec nous en live pendant ce live streaming en commentaire à cette vidéo. Donc, vous pouvez poster votre question dans les vidéos. Déjà, j'aimerais bien savoir d'où vous êtes en train de nous suivre. Et à la fin de notre discussion, on va ouvrir certainement donc, l'espace pour les questions-réponses. Et notre cher invité sera donc disponible pour répondre à vos remarques, à vos questions, à débattre avec vous vos idées. Donc voilà, voilà, je partage avec vous donc la présentation, Monsieur Salah, voilà. Et je vous donne la parole. À vous la parole. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je vais faire une brève introduction pour me présenter au public. Donc, je m'appelle Ahmed Anas Ben Salah. Donc, je travaille dans les technologies de l'information depuis un peu plus de 20 ans. Le temps passe vite. Donc, j'ai plusieurs années comme analyste d'affaires. C'est 1, 2, 3, beaucoup. Et, une fois qu'on a dépassé les 5-10 ans, ça devient beaucoup. Donc, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'accompagner des organisations, donc dans le public comme dans le privé, dans l'éducation, l'énergie, pharmaceutique, services, assurance, donc dans des projets de transformation numérique, d'amélioration des processus et d'implantation de solutions technologiques. Donc aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous cette expérience avec un objectif simple. Comment un analyste d'affaires il peut
contribuer concrètement à la réussite des projets de transformation numérique. Et donc, on va commencer. Le premier slide, on présente donc le budget. En fait, déjà, ma présentation devrait durer une trentaine de minutes, donc je vous rassure, ça ne va pas être une présentation d'heures. Donc, on parlait de budget. Je l'ai converti en dollars canadiens, je m'excuse là-dessus, puisque je suis résident au Canada depuis une belle dizaine d'années. Donc, c'est 2,7 milliards de dollars canadiens. Donc, on va passer à la diapositive d'après. Donc, l'ordre du jour, dans un premier temps, nous ferons l'état des lieux, donc où en est le Sénégal aujourd'hui. Nous analyserons les ambitions de la vision du Sénégal 2050 et le cadre stratégique du New Deal technologique qui ouvre des opportunités massives. Et en deuxième partie, je lis de gauche à droite. En deuxième partie, nous les analyserons sans filtre pourquoi certains projets TI réussissent brillamment tandis que d'autres s'enlisent ou échouent carrément. Donc, nous mettrons en lumière des facteurs critiques comme le ROI, le retour sur investissement, la gouvernance de données, la cybersécurité, même si ça n'est pas ma spécialité, et l'adoption par les utilisateurs finaux, qui est le critère fondamental pour définir la réussite d'un projet. Dans la troisième partie, nous aborderons le corps de la solution, donc l'analyse d'affaires comme levier de sécurisation du projet. Nous verrons concrètement comment il aligne les besoins stratégiques avec du métier, avec les réalités techniques livrées par les développeurs si on va développer à l'intérieur. Et pour terminer, donc la quatrième partie, je voudrais garder du temps pour vous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'objectif n'est pas de faire un cours magistral aujourd'hui avec plein de théoriques. J'aimerais surtout qu'on puisse échanger donc nos expériences, vos projets et vos interrogations. Donc, on passe à la slide suivante. Donc, l'idée centrale aujourd'hui n'est pas seulement de parler de technologie ou d'outils, mais surtout de la méthodologie des analyses d'affaires et de la valeur ajoutée. Donc, sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. La dynamique de la transformation numérique au Sénégal. Comme on le voit dans le slide, donc la vision du Sénégal 2050, une opportunité historique. Donc, ça dépasse largement le cadre de la croissance économique. C'est ce qu'on voyait dans le premier slide, donc le 7% de croissance. Il y a toujours un mariage entre le microéconomie et la macroéconomie. Comme analyse d'affaires, on travaille surtout au niveau de la micro. Donc, cette vision, elle ambitionne à faire une refonte profonde des 18 filières stratégiques, articulées autour de la compétitivité, la productivité et la génération de valeurs concrètes. Dans ce schéma, le numérique s'impose comme un pilier transversal. On le voit un peu partout. Nous le retrouvons donc au niveau de la modernisation du secteur public, de l'agriculture, de l'industrie, de la santé, sans oublier les services. Donc, d'où le gros potentiel de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'ambition du Sénégal, elle est claire, propulser
l'économie numérique nationale pour ériger le Sénégal comme un véritable hub technologique régional en Afrique. En analysant ces objectifs que vous voyez à l'écran sous l'angle d'analyse d'affaires, qu'il s'agisse de digitalisation, d'automatisation ou d'intégration de systèmes complexes, chaque initiative devra répondre à des impératifs. Nos questions d'analyse d'affaires sont: quels sont les problèmes qu'on veut résoudre? Quelles opportunités voulons-nous saisir? Quel processus voulons-nous optimiser? Et comment allons-nous le faire? Quelle valeur ajoutée créer et comment la quantifier avec précision? C'est ici que réside l'enjeu fondamental: transformer une vision stratégique en une véritable capacité d'exécution sur terrain. Parfait. Donc, pour introduire la section SN 2025 vers le New Deal technologique, donc, l'expérience acquise par le Sénégal nous permet aujourd'hui d'évaluer concrètement ce défi de mise en œuvre, analysant ces chiffres clés. Donc, pour comprendre où nous allons, il faut d'abord analyser ce qui s'est passé dans la précédente stratégie numérique nationale, la SN 2025. Le constat officiel du ministère est sans appel. À gauche, on voit que seulement 12% des 69 projets initiaux ont réellement abouti. Pourquoi seulement 12%? Pas par manque de budget ou de technologie, mais ce qui est mentionné au niveau du rapport ministériel, c'est que ça vient en raison d'une fragmentation donc, des systèmes en silo, d'une absence de gouvernance unifiée et surtout d'un manque criant de cadrage fonctionnel en amont, donc en pré-projet. Ce qui est mentionné textuellement, c'est qu'on a lancé des développements sans avoir cartographié les processus métiers au préalable. Parfait. Donc, on passe à la partie verte du slide. Face à ce constat, le nouveau gouvernement change radicalement d'échelle avec le New Deal technologique Horizon 2034. Nous parlons ici d'un investissement massif de 1105 milliards francs CFA, soit 1,8 milliard de dollars canadiens, structurés autour de 12 grands programmes et de 50 projets prioritaires. Avec un tel volume financier, le pays n'a pas le droit à l'erreur. Ce niveau d'investissement exige une ingénierie des exigences et des besoins, donc d'une rigueur absolue pour éliminer le gaspillage des ressources publiques et privées. Donc, on regarde la carte bleue en bas à gauche. Les objectifs de l'impact 2034. Quelles sont les cibles concrètes visées à l'horizon 2034? Donc, plus de 90% des démarches administratives entièrement dématérialisées, une contribution du secteur numérique portée à 15% du PIB national, la création de 150 000 emplois directs et l'accompagnement de 95% des entreprises nationales vers une maturité une maturité digitale réelle. Ce sont des indicateurs de performance majeurs qui transforment le quotidien du citoyen et la compétitivité des entreprises.
Et donc, pour terminer la présentation du slide, on regarde en bas à droite, donc la partie jaune. C'est précisément à cette jonction qu'intervient l'analyse d'affaires. Donc, selon les standards de l'IIBA, l'International Institute of Business Analysis, c'est l'organisme régulateur du métier d'analyse d'affaires ou business analyst en anglais. Et donc, selon les études de Standish Group, l'intégration d'un analyse d'affaires en amont d'un projet réduit significativement les risques de surcoût et de retravail. Donc, l'étude mentionne que la réduction porte sur environ 35%. Moi, je ne m'avancerai pas à ramener 35%. Je pense que ça dépend vraiment du contexte du projet. L'analyse d'affaires ne se contente pas de rédiger des documents. Il qualifie des besoins réels sur terrain. Il évite, donc, ce qui évite les modifications tardives qui coûtent des millions et garantit que chaque franc investi dans la technologie crée une valeur réelle et mesurable. Mais concrètement, quels sont les plus grands pièges qui menacent les projets de transformation digitale? Nous allons en regarder 4 principaux. Et donc, on passe à la diapositive d'après. Ah, non, je m'excuse. Ok, bon, j'ai fait une petite erreur. J'ai inversé deux slides. M'excuse. Donc, dans cette slide, nous allons regarder l'expérience internationale en général, mais particulièrement canadienne. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des projets qui n'ont pas réussi. Mais je ne dis pas qu'au Canada, la majeure partie des projets ne réussissent pas, au contraire. Mais on est dans un processus d'apprentissage et de partage. Donc, j'ai pris 2 projets qui ont été largement médiatisés donc, au niveau des journaux canadiens. Et donc, on regarde qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour ArriveCan, c'est donc une application qui gère donc l'entrée au Canada de toutes les personnes, donc résidentes ou pas, canadiennes ou pas, donc au pays. Donc l'application initialement était estimée coûter 80 000 $. Elle a fini par coûter donc 60 000 millions de dollars, pardon, donc de 80 000 à 60 millions aux contribuables canadiens. Vous voyez l'écart. Et donc, l'enquête a établi qu'il y avait un manque total de traçabilité des exigences, d'avenants contractuels, qu'il n'y avait pas donc, de contrôle sur les livrables, et d'une dépendance aveugle aux intermédiaires externes, donc les fournisseurs de services qui ont développé la solution. Le deuxième projet, santé numérique, c'est un projet qui visait à centraliser l'information des patients. Donc, un patient qui passe d'un hôpital à un autre ou d'un médecin à un autre, on pourrait retrouver tout son historique à une seule place. C'est un projet ambitieux, mais il a coûté plus de 1,6 milliard de dollars. Et donc, la cause principale, c'était que les systèmes ont été développés en silo. Il n'y avait pas d'études profondes sur l'interopérabilité des systèmes au préalable et surtout, en ignorant la réalité opérationnelle du travail des médecins et des infirmiers sur le terrain. Donc, la collecte des besoins n'a pas été faite by the book, on va dire ça comme ça. Mais certainement, des projets qui ont réussi au Canada
il y en a beaucoup. Et c'est la règle. C'est ce qu'on espère. Donc, quel apprentissage fondamental faisons-nous pour aujourd'hui? Si des administrations dotées de gros budgets connaissent de tels dérapages, c'est parce qu'ils ont sous-estimé des étapes essentielles dans le cadrage fonctionnel en amont, avant de débuter le projet. Investir des milliards dans des logiciels sans clarifier les processus impactés, sans avoir une gouvernance claire et sans s'aligner avec le métier, c'est exposé à refaire le travail 2 à 3 fois. Donc, analysant les 4 facteurs de fragilisation structurelle que nous devons impérativement verrouiller pour la réussite de nos projets. Parfait. Donc, nous voyons en haut donc, la documentation et l'organisation et la gouvernance. On va en parler ensemble, même si on pourrait les séparer. Donc, la documentation, c'est des réflexes qu'on développe dans certains projets qui ont une contrainte de temps, une grosse contrainte de temps. On va aller vite et parfois, la partie de cartographier donc, les processus et d'essayer d'optimiser les processus, on skip ça. On passe à travers très rapidement. Et si on prend l'exemple des règles d'affaires, parfois, ces règles-là, on ne peut pas les chercher ou pour la simple raison que les personnes parfois ne sont pas disponibles et vont rester simplement dans la tête de quelques employés. Donc, les développeurs, ils vont construire dans un sable mouvant. Et donc, comme le rappelle très justement Gartner, c'est une organisation connue de par le monde, une organisation américaine qui sort plein de statistiques, plein d'études sur l'économie, sur les TI. Donc, automatiser un processus inefficace, ça ne fait que augmenter son inefficacité. Après, l'organisation et la gouvernance. Donc, le deuxième écueil réside dans le manque de la clarté des rôles au niveau de l'organisation du travail dans un projet. On peut ne pas avoir une racine claire, donc une matrice de responsabilité et rôle clair qui fait quoi, et de moyens d'arbitrage quand on a des problèmes de priorisation au niveau des besoins. Donc, c'est là où on tombe dans des plannings excessivement optimistes et des délais irréalistes. C'est ce qu'on appelle le scope creep. Donc, ce glissement constatant de périmètre où l'on ajoute des fonctionnalités sans jamais en mesurer l'impact budgétaire. On descend en bas. Donc, les facteurs suivants sont donc la dette technique et la relation avec les fournisseurs potentiels. Donc, pour l'aspect technique, c'est un piège qui relate plus de l'architecture que de l'analyse d'affaires en tant que telle. En général, on a des systèmes désuets qui sont... et donc là, on a besoin de prendre des décisions techniques au niveau du remplacement de ces systèmes-là et de l'intégration du nouveau système. Et donc, ça crée quelques enjeux.
et ça peut créer une dette technique colossale que les développeurs ont besoin de rattraper le plus rapidement possible, mais c'est sûr que ça engendre des coûts. Après, donc, au niveau de la sélection des fournisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, donc, choisir donc, un logiciel sur catalogue ou suite à une démonstration marketing sans avoir un cahier de charge rigoureux pour faire la bonne sélection et comprendre les enjeux et les risques qui peuvent surgir, peut donner lieu à des donc, avenants financiers imprévus et donc un verrouillage technologique, le vendor lock-in, où l'organisation devient dépendante de son prestataire. Donc, ce tour d'horizon met en évidence une chose. Ces 4 risques ne se règlent pas après la livraison. Ils devraient se régler en amont, avant le commencement du projet. C'est exactement là la raison d'être de l'analyse d'affaires. Voyant comment son positionnement au centre de l'écosystème projet permet de désamorcer chacun des enjeux, des risques, et de garantir la réussite de vos initiatives. Donc nous arrivons au cœur de la solution. Là, dans la majorité des organisations, l'échec d'un projet numérique ne vient pas d'un manque de compétences, mais probablement d'un problème de traduction. D'un côté, ce qu'on voit donc, à gauche, c'est donc le métier avance des besoins donc en termes de valeurs et d'objectifs d'affaires et de contraintes opérationnelles. Et d'un autre côté, on a l'aspect technique de la solution. Donc, on parle d'architecture, de base de données et de code. Donc, c'est 2 langages totalement différents. Et donc, sans interface dédiée, c'est le rôle principal de l'analyse d'affaires, faire la traduction. Ces 2 mondes vont se croiser sans jamais se comprendre parfaitement. C'est ici que s'impose l'analyse d'affaires comme connecteur central de l'écosystème. Parfait. Donc, avec la gouvernance et la stratégie en haut à gauche. Donc, l'analyse d'affaires s'aligne avec le commanditaire, le client ou le sponsor, pour comprendre la vision stratégique et justifier le financement du projet. En parallèle, il collabore avec le gestionnaire de projet pour cadrer le périmètre et éviter les dérives de coûts et de délais. Je prends conscience que j'utilise peut-être un jargon métier qui n'est pas clair. Donc, je vais partager toutes les définitions en fin de présentation et je peux vous partager toute la présentation et vous aurez toutes les définitions. Donc, si il y a un mot que vous ne connaissez pas, simplement. Donc, l'analyse d'affaires, je disais, il s'aligne avec le commanditaire pour comprendre la vision stratégique et justifier le financement. En parallèle, il collabore avec le gestionnaire de projet pour cadrer le périmètre et éviter les dérives de coûts et de délais. Donc, en bas à gauche, avec le métier et les opérations, il va directement sur le terrain. Donc, avec donc, les utilisateurs du système actuel ou des experts métiers. Et donc, il documente les processus réels via l'observation ou donc des questionnements et capture les irritants qu'ils ont donc au quotidien. Et c'est là où on va aller chercher donc
la valeur ajoutée. Donc, comment on résout les plus gros problèmes des utilisateurs. Et donc, on prépare dès le premier jour la gestion du changement afin de garantir l'adoption du futur. C'est important d'avoir le buy-in des utilisateurs depuis le début. L'architecture et la conception, donc en haut à droite, il traduit les besoins métiers en spécifications fonctionnelles. User stories, c'est des récits utilisateurs qui décrivent les besoins des utilisateurs simplement. Et les critères d'acceptation exploitables par les architectes de solutions, les designers UI/UX et les développeurs. Les équipes techniques savent exactement quoi construire et pourquoi. Et pour terminer, donc, en bas à droite, donc l'analyse d'affaires, il travaille en main à main avec les analystes en QA, en qualité. Parfois, c'est le même analyste d'affaires qui porte la casquette affaires, fonctionnelles et qualité. Donc, c'est lui qui va chapeauter les tests de la partie du système ou du système en entier que les développeurs fournissent ou que le fournisseur offre directement. Et donc, il fait les tests donc, avec les équipes de sécurité et d'infrastructure. C'est très important de prendre le temps de faire des tests, dépendamment du budget, c'est compréhensible, mais dans un contexte où les attaques sur les systèmes et la cybersécurité deviennent des gros enjeux, des gros enjeux un peu partout dans le monde, je vous dirais. Donc, avant le go live, faire des tests profonds, c'est toujours recommandé, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, lui, l'analyse d'affaires, il s'assure que les scénarios de test valident non seulement la robustesse technique de la solution, mais surtout la conformité aux besoins métiers d'origine. Donc, la solution est alignée avec les besoins exprimés par le client. En résumé, le rôle de l'analyste d'affaires au centre du schéma est clair. Donc, comprendre le besoin qui vient du client, analyser les processus, définir les exigences d'une façon rigoureuse et sécuriser la valeur ajoutée finale qui va être livrée. Donc, il n'est pas un intermédiaire passif, mais le garant de l'alignement de la fluidité entre tous ces acteurs. Donc, voyons maintenant en détail ces 4 piliers ou étapes, responsabilités qui reviennent donc aux analystes d'affaires dans un cycle typique de projet, même si, dépendamment de la dynamique de projet, que ce soit une dynamique classique en waterfall ou une dynamique un peu plus agile, elle peut varier. Mais le gros est là. Donc, on passe à la slide d'après. Parfait. Ce qu'on voit donc au niveau du premier pilier, donc le cadrage des besoins. Le tout commence avec le diagnostic de l'actuel. Donc aujourd'hui, comment les opérations se font? On part d'où? Avant d'écrire donc la moindre ligne de code et de parler de solutions. C'est trop tôt de parler de solutions à ce niveau-ci. Donc, l'analyse d'affaires, il comprend le contexte d'affaires et les objectifs stratégiques. Il identifie l'ensemble des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est les personnes qui sont directement touchées par la solution. Et donc, c'est là où on liste les processus impactés. Qu'est-ce qu'un processus? C'est aujourd'hui qui fait quoi, comment. Donc, le travail, comment il se déroule et par qui il se déroule. C'est l'état actuel.
Donc, cette étape est essentielle pour s'assurer que l'on résout le bon problème. La deuxième étape, c'est donc la gestion des exigences. Donc, la gestion des exigences, on est parti de besoins un peu sommaires. Donc, on fait un travail de raffinage donc des besoins. On les divise en besoins fonctionnels techniques et en besoins non fonctionnels clairs. Dans un environnement agile, on rédige des récits utilisateurs avec des critères d'acceptation rigoureux et non ambigus. Il aide également la direction à prioriser les fonctionnalités pour verrouiller donc, le périmètre de projet. Très important si on veut éviter donc, les dépassements de budget. Et donc, on passe au troisième point, le troisième pilier, la facilitation et l'alignement. Donc, pendant toute la phase de réalisation de projet, donc l'analyse d'affaires, il va animer des ateliers, il va maintenir donc une communication fluide avec toutes les parties prenantes et toute l'équipe, donc les équipes métiers et les équipes techniques. Et quand des imprévus arrivent, ce qui peut arriver, c'est lui qui aide à arbitrer donc, les compromis nécessaires entre la valeur métier et les coûts et les délais de livraison. Donc, à ce niveau-ci, c'est un travail de facilitateur. Donc, lui, il facilite la prise de décision. Le quatrième bloc, la validation de la valeur. Donc, le projet ne s'arrête pas au déploiement technique. L'analyse d'affaires valide que les fonctionnalités livrées répondent scrupuleusement aux besoins initiaux. Il pilote et facilite les tests d'acceptation métier, les UAT, et accompagne donc la gestion de changement pour garantir une adoption rapide sur le terrain et sécuriser le retour sur investissement. L'adoption rapide, elle vient à travers des formations. C'est une analyse d'affaires qui, en général, rédige, parfois tout seul, parfois avec une personne RH ou spécialisée dans la formation. Et c'est lui qui va former les utilisateurs. Et donc, pour synthétiser les 4 étapes, si on applique ces 4 étapes, l'organisation transforme le numérique. On passe d'un modèle d'essai-erreur à une démarche d'ingénierie maîtrisée et prévisible. Donc, voyons maintenant comment cette méthode se matérialise concrètement dans l'alignement stratégique entre la vision d'entreprise et les solutions logicielles. Parfait. Donc, pour bien saisir la valeur ajoutée au quotidien, ce schéma résume parfaitement la dynamique d'un projet bien structuré. À gauche, nous avons le domaine fonctionnel, donc les équipes métiers, les opérations, les orientations stratégiques de l'organisation et les attentes des utilisateurs. Ce pôle exprime donc des objectifs, des besoins, donc des objectifs en termes de productivité, bien sûr, et de résultats business. À droite, nous avons donc le domaine technique, les architectes, les développeurs, les spécialistes de la technologie, les spécialistes d'infrastructure, l'assurance qualité, et eux, ils raisonnent en structure de données, contraintes de sécurité et en ligne de code, bien sûr. Et en bas, donc, nous avons la clientèle. La clientèle, je fais juste une petite clarification. Là, je cible principalement les sponsors, donc la partie budgétaire. Donc, c'est là où l'analyse d'affaires se positionne. Il s'agit donc d'un véritable pont bidirectionnel entre tout ce beau monde-là.
Donc, il fait de la traduction de la vision d'affaires, souvent conceptuelle, en spécification logicielle. Il fait de la modélisation, donc cartographier les flux de travail pour s'assurer que l'architecture logicielle s'intègre harmonieusement dans les processus réels de l'organisation. La structuration, rédiger les critères d'acceptation exploitables par l'équipe afin de garantir donc, que chaque livraison est testable et conforme. La facilitation, résoudre donc, les ambiguïtés en temps réel, arbitrer les compromis entre les complexités techniques et la valeur métier. Donc, pour synthétiser, l'analyse d'affaires sur vos initiatives numériques, son travail, c'est de s'assurer que vos investissements technologiques produisent exactement les impacts d'affaires attendus dans les délais et sans dérapage de coûts, avec le gestionnaire de projet, bien sûr. Donc, là, on va passer à concrètement comment initier la démarche au sein de votre organisation. Donc, on commence les discussions. Je suis à vous, je suis donc très curieux et intéressé donc par vos besoins, par vos questions. Allez-y. Je pense que j'ai dépassé les 30 minutes, là. Je suis à 43 minutes. Alors, très bien, waouh, donc c'était très profond, merci pour la présentation. Donc, on comprend d'abord que ce métier, d'abord, il a évolué à travers les années et certainement avec la technologie. Et je vois qu'il commence dès le début du cycle de vie d'un projet, donc il est tout au long de cycle de vie d'un projet, surtout d'un projet à long terme. C'est ça, donc. En fait, il commence avant le projet. Donc, le premier livrable, donc, en général, en fait, il y a différentes appellations, dépendamment de l'organisation, parce qu'il y a différentes sauces, mais on pourrait l'appeler un business case. C'est là où on prend des besoins sommaires et on évalue la pertinence du besoin. Donc, le client, il a besoin d'un système qui fait X, Y, Z, ou en général, c'est comme ça qu'il l'exprime parce que parfois, on est trop dans la solution. Donc, l'analyse d'affaires, il vient, il fait un pas en arrière, il décortique le besoin, il le clarifie et il évalue avec parfois l'architecte de solution ce que ça prend, entre parenthèses, pour arriver à combler ce besoin-là. Parfois, c'est simplement d'améliorer le processus. Donc, on n'a pas besoin d'acheter de système carrément. Parfois, on a besoin d'investir dans un système. Et là, il faut évaluer justement le retour sur investissement et donc les avantages qu'on pourrait récolter donc, de ce système-là. Est-ce que c'est des gains en temps? Est-ce que c'est des gains en ressources principalement? Et c'est très important d'écouter donc la voix du client. C'est l'une des techniques des analyses d'affaires pour justement cadrer ses besoins. Il reste après l'analyse d'affaires tout au long du projet. Une fois qu'on a le go, là, il accompagne le projet tranquillement. On raffine encore plus les besoins dans des besoins fonctionnels et non fonctionnels. On continue à développer et on s'assure donc avec les développeurs que le développement répond aux besoins initiaux. Très bien, très bien. Alors, on va voir quelques peut-être réactions qu'on a eues donc, avec nous. Donc, alors, merci pour cette présentation. Est-ce qu'un business analyst doit être impliqué à plein temps tout au long du projet ou bien à des missions ponctuelles? Donc, voilà, peut-être l'idée de la charge et le volume de
de travail pour un business analyst, pour un projet. Donc, si un projet dure 1 année, 6 mois, donc on doit avoir un business analyst à plein temps ou bien un expert. Peut-être aussi, j'ajoute sur cette question le côté interne et externe. On fait appel à un business analyst externe ou bien on doit vraiment recruter quelqu'un à plein temps. Donc, si je peux un peu ajouter à cette question-là. La réponse courte et simple, ça va être ça dépend. Ça dépend de la taille du projet, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend de la vision donc, du client. Après, différentes options sont possibles. Donc, si un projet, on estime au niveau de l'estimation, donc au diagnostic initial, on estime que ça prendrait plus un effort à temps partiel et que tout le monde accepte cette formule-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, si on estime que ça prend quelqu'un ou une personne ou deux personnes ou même plusieurs analystes d'affaires, j'ai travaillé dans un projet où on était 6 analystes d'affaires. Tellement le projet était grand parce qu'on parlait d'une transformation totale de l'organisation en tant que telle. Donc, c'était dans le secteur pétrolier. Donc, ça dépend. D'accord. Donc, ça dépend, bien sûr. Mais plus qu'on a donc un business analyst disponible à notre projet, plus que c'est encore mieux pour cerner donc ça veut dire les problèmes, pour avoir plus un œil assez plus donc, concret sur les solutions. C'est ça, donc, ce qu'on peut peut-être encore dire. En fait, l'analyste d'affaires, il a plusieurs casquettes. Ouais. À la base, on est des consultants. Donc, on est des consultants, mais dans notre formation, donc, on met l'accent sur l'optimisation de processus. Donc, comment on passe de papier à un système numérique. On passe de... ça, c'est l'optimisation des processus. Et donc, c'est là où il y a un travail de fond à comprendre la réalité de l'entreprise, d'où est-ce qu'on part aujourd'hui. Il y a l'aspect technologique, donc de compréhension de la solution avec l'architecte de solution, où on vient donc comprendre, OK, on veut telle solution qui est développée dans tel langage. Question de base, est-ce qu'il y aurait des problèmes à acheter telle solution, sachant que nous, dans notre écosystème actuel, on a des vieux systèmes et ça pourrait créer des problèmes. Donc, on va venir intégrer un système, on va créer des pans vers et depuis ces systèmes-là, et ça pourrait créer des gros bobos. Donc, nous, notre travail, c'est améliorer les façons de faire au niveau de la business, des opérations, et regarder l'aspect technologique de la solution. C'est là où on vient rationaliser le projet et valider la valeur ajoutée. Très bien. Alors, une autre question. Quels sont les principaux livrables d'un business analyst? Donc, pour une mission d'une analyse d'affaires, quels sont les principaux livrables? Parfait. En fait, bon, les standards, on va appeler les standards parce que des livrables, il peut en avoir beaucoup, beaucoup là. Dépendamment de la formulation, donc, on l'a mentionné, donc le business case, c'est grosso modo, on évalue donc la pertinence de la solution et on évalue aussi, donc, si on fait rien, est-ce qu'on va perdre beaucoup ou pas grand-chose? Donc, une fois qu'on a la validation du business case, là, on passe à plus, on peut développer un cahier de charge, par exemple, plus fonctionnel, et là, on vient donc assister toute l'équipe au choix des fournisseurs. Et donc là, on a des besoins fonctionnels, non fonctionnels. On a donc une évaluation au niveau de la sécurité,
qu'on fait donc avec l'architecte de solution et avec la liste de fournisseurs qu'on a désignés au tout début. Et donc, on a aussi des critères de qualité, etc. Et on vient, donc, toute cette liste de besoins-là, la décortiquer en c'est essentiel à avoir, c'est important à avoir ou c'est carrément pas important à avoir. Et ça, l'exercice, on le fait avec les clients. Et donc, il y a une priorisation et ça nous donne une structure pour justement choisir le fournisseur qu'il faut selon différents critères. Il y a bien sûr le critère prix, qui est très important, mais il y a aussi d'autres critères. Petit exemple en passant, puisque je parlais tantôt de cybersécurité, parfois, et de plus en plus, on évite à choisir donc, des fournisseurs de systèmes qui hébergent leurs données à l'extérieur du pays, pour des raisons évidentes. Donc, et là, on favorise les fournisseurs locaux, par exemple. Mais si on ne peut pas trouver de fournisseurs locaux, là, c'est sûr qu'on va aller chercher des fournisseurs internationaux. Donc, il y a aussi, par exemple, je parlais de user stories, les récits utilisateurs. Ça, c'est vraiment le besoin qui est décortiqué dans le détail. Donc, l'utilisateur ou la personne désignée, donc le SME, l'expert côté métier, il va venir dire « j'ai besoin de telle fonctionnalité pour faire tel travail ». Et là, on est dans le très spécifique. Et c'est le niveau de détail que le développeur a besoin pour comprendre ce qu'il a besoin de coder dans le système ou pas. Et aussi, bien sûr, donc les cas de test, donc les scénarios de test, là, on part des récits utilisateurs, par exemple, et on convertit les récits utilisateurs en test, et là, on essaye de briser le système. On le pousse à fond, et on essaye de voir les vulnérabilités du système, et parfois, donc, par budget ou par donc, temps, donc on fait des tests un peu sommaires, on est capable de s'adapter à la réalité du client. Parfois, vu donc, le contexte important de faire des tests dans le détail, comme les systèmes financiers, par exemple, les systèmes, surtout des systèmes pour des banques, etc. Là, on est obligé d'aller dans le détail. Et de toutes les façons, c'est le client qui définit un peu le niveau de détail souhaité. Ça dépend du secteur, ça dépend du client et du volume de projet. Globalement, c'est ça, bien sûr. Okay. Exactement. Et bon, après, la production de la documentation de formation. Ça, c'est l'analyse d'affaires qui peut le faire tout seul ou donc en équipe. Et là, donc, c'est les guides que les utilisateurs vont partir avec en fin de formation. Et c'est ça. Donc, il y aura après donc, le Go Live. On va rester en stand-by en post-Go Live. Donc, on est un peu la ressource principale, le support numéro 1 en post-Go Live. Et donc, on reçoit donc plein de questionnements, d'erreurs parfois, de problèmes techniques qu'on a besoin de résoudre. Et là, donc, avec l'aide des développeurs, l'aide des personnes qui sont donc, de l'équipe technique, on accompagne donc le client directement dans son quotidien. D'accord, merci. Donc, question qui nous vient de notre ami donc, Hichem Zameli. Bonjour, comment ça se passe le climat des affaires au Sénégal et surtout dans l'IT? Bon, je sais que si tu as bien sûr des informations plus détaillées, tu peux donc partager. Oh, pas personnellement, en fait. Donc, ma relation avec le Sénégal est plus touristique qu'autre chose. Donc, en fait, c'est plus, j'inviterai donc les personnes qui sont présentes aujourd'hui
à nous répondre à cette question-là? Peut-être moi, je partage un peu de mon point de vue, donc un petit donc, témoignage. Je pense que le Sénégal, je le suis depuis des années, donc est en train d'évoluer donc dans la région, dans l'Afrique de l'Ouest. Il est en train de développer donc une stratégie pour 2050 qui touche tous les secteurs, qui sont transversales et que certainement l'IT est central dans, dans cette stratégie. Il y a un développement donc, urbain dans une nouvelle ville, dans une nouvelle capitale. Et le climat d'affaires, il est plutôt ouvert, je pense qu'il y a plutôt une ouverture aux investisseurs étrangers, aux compétences étrangères. Il y a un partage de connaissances assez intéressant, même dans les sociétés tunisiennes, africaines. Il y a aussi des relations sud-sud, ça veut dire des relations entre le Sénégal et d'autres pays africains qui sont ouvertes. Et moi, personnellement, d'après ma petite expérience au Sénégal, j'encourage vraiment qu'on se développe plus les affaires avec Dakar. Et vraiment, je pense qu'on peut tous contribuer au développement du Sénégal avec nos compétences, avec surtout nos conseils et nos évolutions. Mais aussi, je peux aussi donc peut-être vraiment encourager aussi donc à entrer en contact avec beaucoup de compétences au Sénégal. Je vois que le développement de l'enseignement supérieur, le développement de la nouvelle génération donc des Sénégalais, elle est assez intéressante. Ils sont très compétents, ils sont très donc, ouverts donc, à l'acquisition de la compétence, à l'entrepreneuriat et aux startups. Et puis donc, c'est ça l'idée, c'est que nous, on est en train de faire ce genre de débat pour savoir quelles sont les nouvelles opportunités avec les jeunes donc, dans notre continent et pour tisser ce genre de partenariat, d'opportunités qui sera certainement gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ce que je peux peut-être partager avec vous, Hicham. Alors, peut-être donc, peut-être juste une dernière question. Donc, on va finir avec, voilà, avec cette question. Peut-être, comment le business analyst test s'assure que la solution répond au problème initial? D'abord, je pose une question. Est-ce que le business analyst, il est le premier responsable à, bien sûr, à analyser, à trouver donc les problèmes, mais surtout dans la conception de la solution? Est-ce qu'il fait le rôle de facilitation ou bien c'est lui le responsable d'offrir la bonne solution au problème? Ok. En fait, la responsabilité, elle est partagée, je dirais, entre l'architecte de solution et l'analyse d'affaires. Euh, Après, donc, c'est le rôle qui va suivre le plus l'analyse d'affaires, c'est le rôle de facilitateur. Donc, il y a des experts côté technologique, il y a des experts côté métier. Lui, il marie les deux. Il s'assure que tout le monde est d'accord sur la solution. L'analyse d'affaires, il ne teste pas la solution en tant que telle. C'est lui qui bâtit le gabarit test. Donc, le test à suivre, comment il va être suivi. Les personnes qui vont venir tester, c'est des personnes choisies par le client et ils vont suivre le document de test qui est fourni par l'analyse d'affaires. L'analyse d'affaires, c'est le lead et lui va venir aider les personnes qui vont tester. Et il va venir s'assurer que les personnes suivent ce qui est écrit dans le cahier de test textuellement. Donc, le test est fait tel que prévu, dans les conditions prévues. Et donc, ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie donc de la question, comment s'assure que le besoin, finalement, le besoin il est respecté? Parce que parfois on parle de problème, parfois on parle d'opportunité. On n'est pas toujours là en mode résolution de problème. On est là parfois à chercher un nouveau marché, une nouvelle opportunité, on veut exporter, etc. Et donc, d'un côté, il y a la notion de traçabilité. Donc, nous, dans notre catégorisation des besoins, on commence avec des besoins parfois qui sont un peu abstraits, on les codifie, on leur donne une référence,
et on est capable de tracer donc tout le développement à cette référence-là. Donc, en post-déploiement, on a déployé la solution, on peut dire que cette fonctionnalité-là, elle vient de tel besoin qui a été exprimé par telle personne, telle date. Et donc là, on a la traçabilité et on est capable d'avoir donc une consistance dans notre logique de recherche de solutions. Et tout ce qui est livrable qu'on fait, on le valide avec le client. Donc, on n'est pas des électrons libres. On ne fait pas le travail 1, 2, 3, 4 et on déploie et c'est fini. Non. Il y a des étapes qu'on prédéfinit avec le client et chaque livrable est signé par le client et c'est là où il donne son accord à continuer à avancer ou faire des changements. Les deux options sont là. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, merci donc pour ce partage. Je pense que c'est ça la dernière question. Donc, moi, je dis vraiment que on apprend plus que les rôles aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence artificielle. Le rôle humain, il est encore plus amplifié avec l'analyse des affaires. Je pense que c'est important que comprendre que avec l'intelligence artificielle, on n'a pas vraiment on est plutôt encore lié à ce type de métier qui est plutôt lié à la perception, l'analyse, la créativité et surtout que l'analyste d'affaires, il a un rôle transversal qui, je ne vais pas dire que c'est dur de le remplacer par l'IA, et je te laisse peut-être commenter sur ça, mais que c'est dur d'avoir la qualité d'un livrable et d'un résultat assez conforme, surtout pour les grands projets, sans faire appel aux bonnes compétences qui font analyser les process, trouver les points de chute, de trouver les solutions, faciliter l'organisation de la perception du projet, tout ça. C'est ce qu'on a essayé de mettre un peu en lumière aujourd'hui. Et je ne sais pas, une dernière question certainement à propos de l'IA. Comment l'IA, finalement, il impacte votre métier? Est-ce que tu penses que finalement, il aide beaucoup, il amplifie, ou bien, je ne sais pas, une partie de votre travail, elle peut être remplacée comme l'IA un peu partout, comme dans tous les métiers du monde? Okay. En fait, justement, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, bon, je travaille sur des projets où l'IA est l'une des solutions qu'on évalue, en fait. Sauf que au niveau de la maturité de l'IA, aujourd'hui, il reste du travail à faire. Donc l'IA aujourd'hui, selon mon humble avis, elle n'est pas prête pour remplacer l'analyse d'affaires. Donc pour rester sur le sujet. Après, l'IA peut faire des erreurs. Bon, dépendamment du modèle, de ce qu'elle a comme information et comme qualité de logique et de réflexion. Parfois, on voit même avec ChatGPT, on lui pose une question et répond carrément à travers. C'est que la maturité des agents en tant que tels, parfois, elle n'est pas là. Je dirais à 80%, elle est là, mais on n'est pas rendu là. Bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de l'utilisation de l'IA, on l'utilise parfois, surtout là, c'est comme pour faire de la prévente, pour faire du relationnel avec le client, mais on laisse à l'humain finaliser la vente, par exemple. Et il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu de la donnée. Bon, l'enjeu de la donnée, au Canada ou en Europe. Donc, au Canada, on a la loi 25, qui est vraiment est très rigide au niveau de
de la protection des données des clients et des utilisateurs. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas le droit d'utiliser ChatGPT et Gemini sur la machine du client parce que ChatGPT ou Gemini ou autre, il risque donc de partager l'information et de la rendre publique. Donc ça, c'est des accords qu'on passe avec les clients et que nous, dans l'utilisation donc, de ces outils-là, il y a un gros avantage, ça augmente notre productivité, mais il y a des risques qu'il faut voir. Et ces risques-là, dans une démarche éthique, on ne va pas se permettre de les utiliser. Donc, si on a besoin d'analyser de la data, soit on va venir donc enlever toute l'information sensible qui permet d'identifier une personne en particulier. Et donc, puisque là, je travaille surtout dans le contexte médical, donc c'est des données très sensibles. Ou carrément, on ne va pas utiliser l'IA, on oublie ça, on va travailler donc comme on fait d'habitude, et donc on n'a pas besoin d'IA. Oui. En fait, oui, c'est ça. Donc, le débat aujourd'hui pour l'IA entre donc, la protection des données privées et la protection des données des entreprises. Se demander vraiment où vont ces données, comment elles vont être stockées, exploitées, c'est important. Et d'autre part, il y a une facilité énorme parfois pour certaines organisations de partager ces données. Ben, ils pensent que les résultats qui ressortent de l'IA ont une meilleure valeur, peut-être côté temps, tout ça, mais c'est une balance un peu risquée parce que c'est vrai, le côté éthique est très important. Ça. Et donc, peut-être ici, il y a le côté de développement d'une IA interne aussi, ça peut être parmi les solutions qu'on essaie d'implémenter. Mais je pense aussi que il faut garder de près donc, l'évolution de l'impact de l'IA parce que vraiment, je pense aujourd'hui que il faut comprendre que l'IA elle est à la main de tous les concurrents aussi parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ça. Donc, on ne peut pas faire une barrière à l'IA pour dire que ça pose des problèmes éthiques ou bien un problème de créativité ou bien ça peut impacter. On n'oublie pas que nos concurrents ils utilisent l'IA et donc il faut travailler sur une solution qui fait cet équilibre-là. Voilà, donc peut-être avant de clôturer, Hichem, il nous a posé une dernière question. Qui recrute l'architecte des solutions que tu as parlé tout à l'heure? Donc, juste brièvement, l'architecte des solutions, c'est supposé être parmi l'équipe de projet, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, bon, dans les grandes entreprises, l'équipe est là. Donc, en général, on travaille sur plusieurs projets en parallèle. Donc, on a déjà un architecte de solution, un analyste d'affaires, un gestionnaire de projet, etc. Ou bien sur des projets ponctuels, là, on va venir donc sous-traiter, c'est déjà des agences, pardon, des agences qui offrent ces ressources-là. Donc, ces agences-là, ils offrent soit toute l'équipe, soit une ressource en particulier. En général, c'est toute l'équipe qui vient qui vient ensemble. D'accord, très très bien, merci. Donc, voilà, Hichem vous dit merci. Donc, merci aussi, Hichem. Merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que cette session, ce webinaire, il est enregistré. Vous pouvez le revoir à tout moment. Vous pouvez me contacter sur notre page pour recevoir la présentation. Donc, Monsieur Anas va partager avec vous donc, la présentation. Vous pouvez aussi, donc, certainement, il va partager avec vous ses coordonnées, un moyen de contact si vous voulez avoir plus d'informations sur une prestation d'analyse d'affaires pour peut-être discuter autour d'un projet. Ce sera toujours quelque chose de très intéressant, de mieux avoir une idée plus précise sur tel projet. Donc, voilà notre remerciement de Madame Olia Ben Salah. Merci de nous avoir suivis. Donc, sur ce, on va clôturer donc, notre webinaire. Ça a duré 1h10, donc ça a été certainement riche. Merci de nous avoir suivis. Merci donc Anas pour ce partage. Je vous laisse peut-être un petit dernier mot de clôture. Merci beaucoup déjà pour votre patience. Donc,
J'espère que j'ai réussi à garder votre intérêt. Donc, je sais pas si je suis en train de partager ou pas, mais dans la diapositive que j'avais gardée enfin, il y a mon courriel. Donc, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec très grand plaisir. Donc, si vous avez des besoins ponctuels. C'est ça. Donc, on pourrait à la limite faire un autre 30 minutes peut-être sur l'IA si vous le désirez. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent aussi, on est là donc, pour vous en parler. Donc, s'il y a aussi des sujets qui vous intéressent, on est là pour en discuter. Et pour terminer, donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que la présentation vous a ramené de la valeur. Merci, merci. Donc, moi aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des thèmes à proposer. Si vous-même, vous voulez nous présenter votre métier, votre expertise, ce sera avec un grand plaisir. Et voilà, sur ce, on va clôturer. On vous dit passez une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.